bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc, une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque le thème va porter sur santé et qualité de l'air. Avec moi 3 intervenants qui vont se présenter. Amélie Fritz de Airparif. Bruno Housset, je suis professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Créteil, chef du service à l'hôpital intercalaire de Créteil et président de la Fondation du Souffle. Et Sophie Ponce, je suis inspectrice dans l'Académie de Créteil. Et donc je vais me présenter également, Cécile Jahan, je suis de l'université Paris-Est Créteil, l'université qui pilote le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui et qu'on va discuter pendant cette émission. Alors pour démarrer, peut-être quelques mots sur le projet avant de vous repasser la parole. Donc un projet qui réunit un consortium de beaucoup de partenaires qui sont tous des experts du thème santé et qualité de l'air. Parmi les partenaires, l'Université Paris Diderot en fait partie, l'Éducation nationale, le ministère de la Santé. Donc un consortium très riche qui ensemble a décidé de s'attaquer à cette problématique complexe qu'est la qualité de l'air et la santé. Alors Airparif, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà les raisons de votre participation à ce projet et puis quel est votre rôle dans ce projet santé qualité de l'air? Alors Airparif, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France. La qualité de l'air est une problématique majeure en France, en tout cas pour les citoyens. Les gens se soucient de cette problématique environnementale. On a en Île-de-France on a 1,4 million de Franciliens qui sont surexposés à des niveaux de pollution, dont plus d'un Parisien sur 2. Sur la région, alors il y a plusieurs polluants qui sont réglementés dans l'air. Il y en a une quinzaine, ça c'est de la réglementation française/européenne. Airparif en suit à peu près une soixantaine au total. Et sur l'ensemble de ces polluants, 5 sont problématiques sur la région. Ils dépassent différentes réglementations ou objectifs de qualité. Ces polluants, le dioxyde d'azote, donc c'est un polluant qui est majoritairement émis par le trafic. Les particules, PM10 et PM2,5, donc réglementés sur leur taille, PM10 inférieur à 10 micromètres, PM2,5 inférieur à 2,5 micromètres, donc encore plus petites, qui ont des sources diverses, aussi bien le trafic, le chauffage, l'industrie et l'agriculture. Le benzène, qui a aussi une origine liée au trafic, et l'ozone, qui est un polluant qui est indirectement, qui n'est pas directement émis par l'industrie, le chauffage, etc., mais qui intervient notamment indirectement en lien avec le trafic sous l'effet des UV. Donc on a ces polluants qui sont problématiques sur la région, avec des niveaux qui malgré tout baissent ces dernières années. Ça c'est le côté positif, on respire quand même mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années. Des actions qui ont été prises au long terme ces dernières années ont un effet positif, donc on respire mieux, mais malgré tout on a toujours une problématique dans le cœur dense. On peut éventuellement interagir un peu parce que là on a quand même vécu un épisode de pollution particulièrement élevé et prolongé en décembre dernier. Tout à fait. Donc ça s'améliore, mais on a aussi ce type d'épisode. Oui, ça s'améliore. Même au niveau des pics de pollution. En 2012, par exemple, on a fait 44 épisodes de pollution. En 2016, on en a fait 18. Donc on fait globalement aussi un peu moins d'épisodes de pollution. Mais cette pollution que l'on émet tout au long de l'année, conjuguée avec des conditions météorologiques assez particulières, on a eu un anticyclone très stable, on vivait un peu sous cloche, et en plus de nos émissions habituelles, on a rajouté une source supplémentaire qui est liée au chauffage au bois. Du coup, effectivement, avec 0 vent, avec une hauteur de couche de mélange très basse, donc on a mélangé notre pollution dans un volume très faible, et oui, on a fait un épisode de pollution qui a duré très longtemps. Ce qui est relativement rare, effectivement, sur la région. On a eu des pics même horaires, un record de pics horaires, on n'est jamais monté aussi haut en moyenne horaire. Alors, donc, ça s'améliore, mais oui, il y a encore toujours tout au long de l'année des niveaux et une émission qui est trop élevée. Et justement, alors vous disiez que la population est surexposée, ça a un impact sur la santé des gens, et donc là je me tourne vers vous, professeur Housset. Quel est le lien entre la qualité de l'air, surtout quand cette qualité est mauvaise, et la santé des citoyens?
On a identifié certains polluants comme étant plus toxiques pour l'organisme. Hein. Oui. Étant pneumologue, je m'intéresse plus aux poumons, mais on sait aussi qu'il y a des effets qui sortent nettement des poumons. Oui. Le poumon est particulièrement exposé parce que c'est la première interface avec l'air que l'on respire. 15 000 litres d'air par jour, c'est beaucoup. Bien sûr. Avec une surface alvéolaire qui, donc d'échange entre le sang et l'air, qui mesure à peu près 100 mètres carrés, donc un joli court de tennis. Et donc ça veut dire que c'est aussi très fragile. Et donc on peut avoir des lésions de cette membrane et qui favorisent le passage des particules dans le sang. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux particules de petit diamètre. Oui. Et la question que je me posais, c'est le diamètre, c'est une façon de définir une particule, mais c'est la nature même de la particule qu'il faudrait peut-être connaître. Est-ce qu'on travaille sur le sujet, Herparis ? Alors, la nature de la particule. Alors, dans la réglementation, c'est la taille de la particule qui est réglementée, donc inférieure à 10 micromètres, encore plus petite, inférieure à 2,5 micromètres. Mais effectivement, la raison pour laquelle les sources d'émission de ces particules est très variée, le chauffage, le trafic, l'industrie, l'agriculture, des sources naturelles, etc., c'est parce que ce n'est pas un polluant qui est réglementé sur sa nature chimique. Donc leur nature chimique peut être très diverse et variée. On a des particules issues donc, de la combustion du trafic, de la combustion du bois, de l'érosion, de la silice, etc. Et c'est vrai que ça peut avoir des impacts sanitaires différents, ce qui n'est pas tout à fait notre métier. Nous, ce que l'on va suivre, par contre, ça va être des traceurs, des indicateurs. Par exemple, on va suivre le black carbone, donc la partie suie de ces particules qui vont nous donner en fait une origine liée à la combustion de biomasse ou de trafic. Et puis après aussi, on a des compositions chimiques des particules en temps réel qui vont nous indiquer effectivement quelle est la source ou quelle est la nature de cet épisode de pollution. Est-ce que c'est un épisode de pollution du coup plutôt lié au chauffage au bois, plutôt lié au trafic, plutôt lié, on a eu en septembre 2014, si je ne me trompe pas, un épisode de pollution lié à l'éruption volcanique en Islande au nom imprononçable, où on était sous le panache du volcan. Donc, mais c'est bien grâce à cette composition chimique des particules en temps réel qu'on peut savoir justement d'où vient cet épisode de pollution. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la nature des manifestations respiratoires ou cardiaques dépend aussi peut-être de cette nature. Et pour l'instant, on n'a pas ces indications, parce que ce n'est pas mesuré en permanence, on n'a pas l'information. Mais pour l'instant, l'information que l'on a, c'est essentiellement la taille des particules. Et on sait que les particules de petit diamètre sont les plus toxiques et vont donner, sur le plan respiratoire, des maladies respiratoires chroniques. Oui. On sait aussi qu'il y a une plus grande fréquence de cancer du poumon. Absolument. Mais dans les explications des causes de mortalité, la mortalité d'origine cardiovasculaire est particulièrement importante, avec une augmentation de fréquence des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. On a actuellement, avec des études épidémiologiques extrêmement puissantes, la possibilité d'identifier en fait d'autres pathologies liées à l'exposition à un air de mauvaise qualité, par exemple des maladies endocriniennes, le diabète ou des pathologies cognitives. Donc on commence à trouver d'autres effets en fait, négatifs de la pollution, en sachant qu'il faut distinguer les effets aigus lors d'un épisode de pollution des effets à long terme. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est quand même un point sur lequel on voit actuellement apparaître de nouvelles informations. Alors on voit que la problématique, elle est très complexe, hein, aussi bien d'un point de vue, je dirais, technique, chimique, que d'un point de vue sanitaire. On a beaucoup d'informations, il y a énormément d'articles sur la pollution de l'air, on en parle à la télévision, on en parle à la radio. Donc c'est un vrai sujet d'actualité qui est pourtant pas toujours facile d'accès aux citoyens, aux jeunes, à leurs parents, à tous les gens qui finalement vivent en ville ou ailleurs et qui respirent cet air et qui reçoivent cette quantité d'informations et ne savent pas forcément quoi en faire. C'est la raison pour laquelle dans ce projet, il y a un volet important qui est former, informer, sensibiliser, prendre conscience et on a décidé donc de toucher un public particulièrement visé qui est les jeunes et c'est la raison pour laquelle on a souhaité associer l'Académie de Créteil, l'Éducation nationale qui va nous accompagner dans ce projet. Est-ce que vous pourriez, Madame Ponce, nous expliquer le rôle de l'Académie dans ce projet et pourquoi c'est important d'avoir choisi les jeunes comme public cible pour la formation que nous voulons développer sur santé et qualité de l'air ?
Alors effectivement, pour l'Académie de Créteil, c'était particulièrement important de participer à ce projet pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'inscrit dans la formation citoyenne des élèves. Il est donc particulièrement important pour nous que nous puissions outiller les professeurs de manière à transmettre, à apporter aux élèves des informations scientifiques, fiables, objectives, qui vont leur permettre de faire leur choix. Parce qu'on est bien dans cette dimension-là, quand on fait de ce que nous appelons de l'éducation au développement durable ou de l'éducation à la santé. On est dans cette formation de l'élève, futur citoyen, capable de faire ses choix éclairés, basés sur des arguments et des informations scientifiques objectives. Donc c'était un projet qui était vraiment important, aussi par sa dimension, j'allais dire, extrêmement large, dans le cadre de ce fonds à financement européen FEDER, qui nous permettait effectivement d'envisager une diffusion de ces modules numériques que nous allons participer, voilà, que nous allons produire ensemble. Alors effectivement, donc on a abordé un petit peu le volet formation de ce projet. Il y a aussi un autre public que l'on vise, ce sont les médecins, les professionnels de santé et également ce qu'on appelle les professionnels de l'environnement, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont amenées à un moment donné à intervenir pour améliorer la qualité de l'air. Et cette intervention a des conséquences sur l'aménagement du territoire, les transports, etc. Pour la formation des médecins en particulier, professeur Housset, dans quelle mesure c'est important que les médecins soient formés sur ces questions-là? Est-ce que vous avez l'impression que finalement le professionnel qui est un médecin a besoin d'être plus au fait des liens entre qualité de l'air et les pathologies que vous avez citées? Est-ce qu'il y a un manque au niveau de la formation et du coup, est-ce que c'est pertinent de proposer ce type de module pour accompagner les professionnels de santé à mieux diagnostiquer des pathologies, à mieux prévenir pour améliorer les conditions des patients? Absolument. Pour moi, c'est parfaitement pertinent parce qu'il faut que le médecin puisse répondre aux questions que se pose le grand public et puis les gens qui viennent les voir pour une pathologie. Et il faut qu'ils puissent les conseiller sur ce qu'il faut faire, comment s'informer. Airparif a développé des applications qui sont disponibles sur smartphone, sur Internet, qui permettent de savoir quelle est l'évolution de la pollution, quelle est l'évolution à venir de la pollution. Et donc c'est extrêmement important de s'informer et de savoir à quel moment on peut éventuellement aller faire de l'exercice ou aller se promener ou aérer son logement. Car il faut savoir aussi, on parle beaucoup de pollution extérieure, mais la pollution domestique, donc à l'intérieur des locaux, on passe 80% de notre temps dans des locaux. Cette pollution-là, il faut savoir qu'elle peut être importante, elle peut même être supérieure à la pollution extérieure. Et donc il faut aérer ces locaux. Et il faut l'aérer au meilleur moment et donc savoir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc ces applis nous permettent d'avoir des informations. Et puis, il y a d'autres questions que se posent les gens sur est-ce qu'il faut utiliser des épurateurs d'air, des masques, etc. Il faut que les médecins soient formés et aient l'information pour renseigner en fait, les patients qui viennent les voir. Très bien, alors justement, vous avez évoqué les applications, les outils numériques qu'on développe pour informer les gens. Donc, qu'avez-vous fait? Comment fonctionne l'application et à quoi sert-elle? Alors, dans l'émission d'Airparif, on a surveillé la qualité de l'air, donc on a différents outils, des stations de mesure auxquelles tout le monde pense, mais notre outil principal, c'est la modélisation, qui va nous permettre justement de conjuguer tous nos outils à disposition, donc les stations, mais aussi le trafic en temps réel, la météorologie, les rétrotrajectoires de vent, enfin différentes données, les inventaires d'émissions, etc., qui nous permettent en fait de savoir quelle qualité de l'air vous respirez en temps réel, en tout point de la région. Oui. On peut vraiment savoir entre ici et au coin de la rue à quoi vous êtes exposé, notamment si vous êtes en proximité du trafic ou en situation éloignée. Et c'est un outil à disposition des piétons, des cyclistes et des joggeurs pour justement, et ça s'appelle Airparif itinéraire, pour pouvoir choisir votre itinéraire. Donc un outil d'aide à la décision du grand public pour pouvoir comprendre par où passer pour être le moins exposé en temps réel. Ces outils d'aide à la décision, en tout cas d'information, c'est un des rôles d'Airparif. Donc surveiller, comprendre les épisodes de pollution, comprendre les phénomènes de pollution en général, mais aussi accompagner les autorités pour justement avoir des outils d'aide à la décision et aussi informer le grand public. Informer le grand public, c'est justement tout l'intérêt de ce projet. C'est aussi ces outils d'information. On a
énormément de demandes, que ce soit justement des professeurs, mais aussi du grand public, auxquels on ne peut pas répondre à toutes les écoles d'Île-de-France. Et donc c'est vrai que de pouvoir participer et de fournir un outil avec aussi les personnes de la santé, parce que nous, on n'a pas ce rôle aussi d'experts de santé. Donc ce travail conjugué à destination justement d'un public jeune, mais aussi spécialisé, ça répond à une de nos missions et c'est vraiment très important. En fait. Un des points importants, c'est aussi l'aspect politique des choses. Hein. Oui, absolument. Donc la sensibilisation du grand public, c'est aussi un levier important pour convaincre les politiques qu'il faut s'occuper de ce problème de façon active. On voit dans le monde, ce n'est pas retenu par l'ensemble des dirigeants des différentes nations, malheureusement. Et donc on peut espérer qu'en France ce soit le cas et qu'on puisse prendre en compte la pollution, la qualité de l'air, en particulier la détermination des normes. Peut-être que vous pourriez dire un mot sur comment sont déterminées les normes réglementaires que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux, mais alors les normes, effectivement, chaque polluant est réglementé dans l'air parce qu'il a un impact sur la santé. Donc pour ce faire, l'OMS va l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé va donner des recommandations sanitaires, donc des recommandations à ne pas dépasser. Après, à l'issue de ça, la Commission européenne va établir des valeurs limites, donc en consensus avec tous les États, des valeurs limites à ne pas dépasser. Donc vous avez généralement les recommandations de l'OMS, un consensus entre les États, et lorsque la Commission européenne établit une valeur limite à ne pas dépasser, c'est après décliné en droit français. Du coup... Le point que je voulais souligner, c'est que c'est comme une négociation, cette fixation des valeurs. D'où la dimension politique. D'où la dimension politique. C'est ça. extrêmement important de peser pour que cette valeur seuil soit la plus basse possible. Oui. Alors, je ne suis pas experte de santé, mais effectivement, l'OMS va déjà établir ses recommandations sanitaires. C'est à partir de là, effectivement, que l'on peut se fixer des objectifs. Souvent, c'est traduit en objectifs de qualité. Et puis après, des valeurs réglementaires limites à ne pas dépasser. Après, il y a certains polluants, par exemple, pour lesquels il n'existe aucune réglementation dans l'air. Et on va prendre un exemple assez commun, celui des pesticides dans l'air. Il n'existe à l'heure actuelle aucune réglementation dans l'air. C'est pour ça qu'Airparif les mesure, pour qu'après les épidémiologistes puissent établir un lien entre qualité de l'air et santé, pour qu'après il y ait des valeurs guides qui soient mises en place et des normes qui soient... C'est tout un cheminement. Mais il y a aussi une négociation politique des choses. Je voulais en profiter encore pour vous poser une question, Madame Ponce. Est-ce que ces sujets-là qu'on vient d'aborder, les polluants réglementés, non réglementés, est-ce que ça intéresse les jeunes ? Est-ce qu'il y a une attente par rapport à ce sujet, santé, qualité de l'air? Est-ce que les professeurs dans l'éducation nationale s'en saisissent? Est-ce qu'aujourd'hui on traite déjà ce sujet? Et puis aussi la vraie question, c'est est-ce que c'est susceptible d'intéresser le public cible qu'on vise? Alors tout à fait. Ces sujets sont présents aujourd'hui dans les programmes scolaires à travers tout ce qu'on appelle l'éducation au développement durable, qui est un enseignement transversal qui parcourt toutes les disciplines. Alors ensuite, c'est tout à fait intéressant parce qu'on vient de mener justement une enquête pour essayer de cerner les attentes et les besoins exprimés par les jeunes et par les enseignants. Et il ressort que si une grande majorité a déjà entendu parler de la qualité de l'air, en revanche, assez peu a le sentiment de maîtriser ce qu'est la qualité de l'air. Chez les premiers retours chez les enseignants qui ont répondu à cette enquête, 30% seulement disent avoir le sentiment de maîtriser la notion de qualité de l'air. Donc il y a une réelle attente. C'est pour ça que ça nous paraît important de leur apporter à la fois un outil pour se former, mais aussi des ressources, des mesures, des données qui vont leur permettre à ces professeurs de construire leur enseignement en direction de leurs élèves. Alors, plus précisément, effectivement, les attentes vont concerner ces normes. Certes, il est absolument important que les élèves, les citoyens de demain, comprennent la réglementation qui régit finalement le système dans lequel nous vivons en France. Et puis, il y a beaucoup d'attentes de la part des jeunes sur leur quotidien, sur leurs activités de tous les jours, ce à quoi ils sont exposés, et les gestes
auxquels ils peuvent réfléchir justement pour limiter leur exposition ou pour agir en faveur de l'environnement. Donc on est à la fois sur cette réflexion, encore une fois en termes de citoyenneté, de choix, et puis en même temps cet enrichissement des connaissances des élèves et des professeurs, puisque je le redis, les professeurs sont eux-mêmes très en attente d'informations sur ce sujet. Avec l'objectif d'un changement de comportement éventuellement, d'avoir un comportement différent de façon à pouvoir améliorer la qualité de l'air. Alors, ce qui est vraiment important pour nous dans l'éducation nationale, c'est de permettre aux citoyens de faire ses choix éclairés et d'adapter son comportement sur la base des informations dont il dispose. C'est donc dans cette perspective-là que nous, on va se placer, que les comportements soient choisis en toute connaissance de cause, en ayant conscience des impacts sur la santé ou sur l'environnement. D'accord, alors nous devons conclure cette émission qui est passée trop vite et c'est une preuve que le sujet est passionnant. En même temps, on a montré que le sujet est très complexe. Il y a un volet, je dirais, très technique, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un volet santé qui, comme vous le disiez, n'est pas uniquement en lien avec les maladies respiratoires. Ça touche beaucoup plus de domaines. Il y a un enjeu de formation très fort, un enjeu de sensibilisation très fort. Et puis on l'a dit aussi, c'est une question d'aménagement du territoire, de politique des transports et de politique tout court. Donc pour répondre à cette question complexe, l'Université Paris-Est-Créteil, avec ses partenaires, soutenus par l'Europe, développe ce projet de formation, donc 2 parcours de formation à destination des jeunes et à destination des professionnels de santé et de l'environnement. Donc nous espérons pouvoir vous en parler dans une prochaine émission. Alors une phrase pour conclure, s'informer, comprendre, c'est déjà agir. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie les 3 personnes et les 3 intervenants d'y avoir participé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission d'ABC Doc.